livre sur Cyril de l'écrivain. Alors peut-être un petit peu en retard par rapport aux autres, ou pas, c'est pas grave. L'automne n'est pas encore là, que le Pumpkin Autumn Challenge est déjà là partout. Donc il fleurit sur Instagram, peut-être sur TikTok, je fréquente pas trop la plateforme, mais sur YouTube, il y a pas mal de vidéos qui sortent avec des piles à lire qui sont toutes plus alléchantes les unes que les autres. Un peu comme ce que j'avais fait pour des challenges précédents qui étaient organisés par Piketty Bookin ou Steph de Piketty sur Instagram. Donc c'était le mois de la fantasy au mois de mai et l'Adventure Book Challenge cet été, peut-être juillet, à cheval entre juillet et août il me semble. Je vais vous proposer un mix entre une pile à lire et certains livres aussi qui sont soit en cours de lecture, soit complètement lus, avec donc un retour assez rapide parce qu'il y a quand même pas mal de bouquins, de films et de séries télé aussi que je vous propose. C'est peut-être une vidéo qui va être un petit peu militante également parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup... Il y a deux petites maisons d'édition indépendantes de l'imaginaire qui sont là, donc des petites maisons d'édition. Et il y a également une maison d'édition qui, et ça me fend le cœur comme ça m'avait fendu le cœur pour ActuSF, qui heureusement est, je crois et je l'espère et je touche du bois, sauvée de ce que j'ai entendu. Je vous parlerai aussi un petit peu des moutons électriques qui ont fait un appel à des dons sur leur blog et ça a été relayé sur leurs réseaux sociaux parce que là, en gros, ils commencent à être en galère et au point que certains de leurs dirigeants, me semble bien, ne se versent plus de salaire et que même avec ça, c'est pas évident. Et moi, ça me fait vraiment, vraiment suer parce que c'est une grosse maison d'édition quand même et que ça serait dommage pour la culture et la diversité de la culture. Donc, et il y a aussi une autrice auto-éditée que vous allez voir un petit peu partout et n'hésitez pas à vous moquer parce que je vais vous présenter plein de choses sauf son livre que j'ai prêté mais que j'ai déjà lu. Donc, le Pumpkin Autumn Challenge, il me semble que ça a toujours été organisé par Guimauze du Terrier de Guimauze. Je vais vous mettre sa chaîne YouTube en barre d'informations. Et ça a lieu évidemment à l'occasion de l'automne. Je vais vous mettre également son Instagram et elle a une chaîne Twitch. Je vous mets tout ce qui concerne Guimauze en barre d'informations et ce qui concerne également le Pumpkin Autumn Challenge. Donc, je vais ouvrir mon petit doc. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour cette vidéo-là, je vais avoir autant de livres physiques. Il y a des bouquins que j'ai pas réussi à remettre la main dessus non plus, parce que je sais pas où je les ai foutus. Mais il y a pas mal de livres numériques. La couverture va apparaître quelque part autour de moi. Et dans le cadre donc des éditions des Trois Nornes, des éditions du Labyrinthe de Théia et de l'autrice auto-éditée qui s'appelle Céline Nio, je vous mettrai leurs réseaux sociaux, boutiques, etc. en barre d'informations afin que vous puissiez vous pencher un petit peu sur ce qu'ils font. Il y a 3 catégories dans le Pumpkin Autumn Challenge. Dans ces 3 grandes catégories, il y a 4 sous-catégories avec des mots-clés, etc. qui vont permettre de vous orienter vers une lecture en particulier, une ou plusieurs. Donc je vais vous proposer plusieurs livres, voire films, et il y a une série télé aussi, il me semble, dans chaque catégorie. Donc des choses que j'ai lues, des choses qui sont en cours de lecture, des choses que je n'ai pas encore lues et que c'est prévu. La première grande catégorie, c'est Automne crépusculaire, avec Le règne des phalènes. Donc le règne des phalènes, on a comme mots-clés âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal, nocturne. Je vais vous parler assez rapidement d'un livre que j'ai lu cet été qui s'appelle « Nous regrettons la mort » d'Arnaud Cazelle. On est aux éditions des Trois Nornes, donc c'est quelque part autour de moi.
C'est le premier livre des éditions Les Trois Nantes que je lis et je l'ai fait dans le cadre du mois de la fantaisie de Steph de Piketty Booking. Je vous mettrai le lien vers la vidéo où j'en parle plus longuement. L'impression que j'en ai, c'est que c'est un livre sur lequel je devrais me repencher parce que je l'ai lu entièrement. Peut-être qu'il était un petit peu trop demandeur. C'est un livre qui est assez court. C'est un livre qui est très fouillé en termes de world building, ce qui fait que faut pas sauter une ligne, hein, si vous voulez. Peut-être pas à ce point-là, mais j'exagère. Mais c'est un livre qui est quand même vraiment demandeur. C'est un livre de fantaisie adulte qui va être vraiment demandeur d'attention, de concentration. Et je pense que je suis un petit peu passée à côté de certaines choses. Et à la fois, comme c'est un livre qui est assez court, et moi, je suis désolée, je le dirai à chaque fois que j'ai un livre court ou des nouvelles, je suis toujours frustrée par un format court. Toujours. Donc ne vous inquiétez pas, là, c'est pas du tout lié c'est pas du tout lié à la qualité du travail. C'est que moi, j'aime bien j'aime bien la grosse pavasse, en gros. Donc quand j'ai quelque chose de plus court, moi, je peux être frustrée. Nous regrettons la mort, ça parle de quoi? On se retrouve dans un monde qui est d'inspiration celtique irlandaise ou celtique écossaise. Je sais qu'ils portent des kilts. Et on a l'impression au début d'être dans un monde un petit peu médiéval. Et c'est un monde où la mort a disparu. Vous allez vous dire, oh bah, tant mieux, les gens sont éternels. Non, ils continuent à mourir. Sauf que leur cadavre, il ne meurt pas. C'est pas très pratique. Donc on est dans un monde où les morts deviennent également une très sérieuse menace parce qu'il faut se gérer le corps derrière qui est toujours animé, qui a faim. Et la seule manière en fait de pouvoir se débarrasser de ces corps-là, c'est de noyer le corps. Parce que dans de l'eau salée va retenir l'esprit, l'âme, le spectre, quoi que ce soit qui anime le corps. Ce qui fait que on est dans un monde qui ressemble peut-être un petit peu à l'Irlande, il y a plein d'îles, etc. La mer est pleine de spectres. C'est la merde, on peut pas circuler, c'est la misère. Ce qui veut dire que si vous voulez aller gratouiller des rochers pour aller récupérer des berniques, il faut faire attention. Donc c'est vraiment très compliqué. Et il y a une nouvelle religion qui a pris naissance dans ce monde qui s'appelle l'Inquisition. Et comme son nom l'indique, c'est pas très funky comme religion, c'est bien le contraire même, et cette inquisition a notamment pour objectif déjà de s'occuper des morts si possible, ils font comme ils peuvent, ils entraînent des inquisitrices qu'ils récupèrent déjà très jeunes, tout enfants, pour les entraîner. Il y a tout un clergé qui ressemble un petit peu à l'église chrétienne en gros, et il y a des sorcières. Il y a des sorcières dans cet univers-là qui vont avoir des pouvoirs qui peuvent se rapprocher un peu de la nature, contrôler un élément par exemple, contrôler de l'électricité. On peut se rapprocher de pouvoirs un petit peu de type mutant, Marvel, DC Comics, etc. aussi, avec des sorcières qui peuvent bouger des choses. Et en fait, nous avons des druides aussi, qui eux vont avoir une forme de pouvoir qui est beaucoup plus naturelle, hein, beaucoup plus concrète autour des animaux, autour des éléments, par rapport aux sorcières par exemple. Et tout ce petit monde-là est intriqué et est ennemi les uns des autres. Et on va suivre une inquisitrice qui retourne chez elle parce qu'elle doit noyer sa mère qui est morte. Et bien c'est pas évident. Et dans cette quête-là, elle va être assistée par quelqu'un de sa famille, il me semble, qui est un oncle, à qui il manque un bras. Il lui était arrivé un accident, je me souviens plus duquel exactement. Ils vont se faire aider aussi un moment par un druide, c'est compliqué.
On n'est pas dans un monde, je trouve, qui est purement fantasy. J'ai l'impression qu'on se rapproche, qu'on frôle un peu le steampunk par moment parce qu'il y a des navires qui font un peu navire à vapeur et qui sont animés d'une certaine manière. Je vous en dis pas plus. C'est un livre qui est court. J'ai beaucoup aimé le style, j'ai beaucoup aimé l'imagination, la création de cet univers, les interactions entre les personnages, leur caractérisation. C'est vraiment maîtrisé, si vous voulez. C'est un livre que j'ai vraiment aimé, mais je pense que si j'avais été plus attentive, je l'aurais adoré. C'est pour ça que j'ai un petit... C'est un livre que je relirai, ça certainement. Très certainement, dans pas trop longtemps. Et on sent que c'est très documenté. On sent que c'est un gars qui a fait... que l'auteur a fait plein de recherches derrière. C'est vachement intéressant. Je trouve qu'on le sent beaucoup. Et là, ça coche quand même pas mal de cases parmi tous les mots clés que je vous ai cités. Et je vous propose aussi un livre que je n'ai toujours pas sorti de ma bibliothèque à tel point que je l'ai re-rangé et je ne sais pas où il est. C'est Le Chant d'Achille de Madeline Miller, parce que j'ai prévu, quand j'aurai lu Le Chant d'Achille, de vous faire une vidéo « Je découvre Madeline Miller » où je vous parlerai de Circé et de Galatea que j'ai lu. Donc Le Chant d'Achille, on est dans une réécriture du mythe d'Achille et Patrocle dans le contexte de la guerre de Troie. Donc la guerre de Troie, c'était Hélène de Troie qui a été enlevée par Paris. C'est Thèbes contre Troie, il me semble. Et bref, ça tourne pas bien, hein, les tragédies grecques de manière générale. Je sais que c'est un livre qui... c'est un livre qui fait le choix de présenter la relation d'Achille et Patrocle comme une relation d'amour. C'est la manière dont je l'ai senti. Pas une relation d'amitié très forte, une relation d'amour. Et beaucoup de lecteurs, même de lecteurs que je connais personnellement, ont vraiment apprécié ce livre-là, qu'ils ont préféré pour certains à Circé. Moi, Circé, j'ai kiffé. Hein. Oh, Circé, mais qu'est-ce que c'est beau! Et il me semble qu'on est dans une réécriture de ce mythe-là, mais on est quand même dans une réécriture à cette époque. Contrairement à Galatea, qui paraît être plus de notre époque. Une époque un peu plus blanche, si vous voulez. C'était un peu plus nébuleux, on va dire. On passe ensuite à Voyageuse, contemplant une mer d'étoiles, avec comme mots-clés romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion, vague à l'âme. Je vais vous parler de La source au bout du monde de William Morris. On est aux Forges du Vulcain. C'est un énorme livre et j'ai pas pu ne pas l'acheter parce que vous avez vu la beauté de ce... C'est un Waterhouse, je crois. N'importe quoi. C'est The Prince Enters the Briarwood de Edward Burne-Jones. Donc c'est un magnifique objet livre. Et il y a des illustrations de William Morris à l'intérieur. J'ai pas lu énormément parce que entre temps, moi j'ai perdu un petit chat et c'est un livre qui est quand même demandeur d'attention, donc j'ai laissé de côté. J'ai lu une 40aine de pages. Donc le début, le lancement de l'aventure. C'est l'histoire de Rodolphe qui est le plus jeune fils d'un roi et d'une reine dans un petit royaume qui a l'air assez idéal et un petit royaume qui est assez idéal parce que tout le monde est heureux, le roi aussi, il n'y a pas trop d'impôts, les paysans sont pas étouffés d'impôts et en train de crever de faim. Et ce roi et cette reine, ils ont, il faut vraiment que j'aille plus vite, ils ont 4 enfants. Les 4 enfants, au bout d'un moment, les 4 garçons, qui sont des chevaliers, vont dire « On aimerait bien partir un peu à l'aventure quand même, ça serait cool. » Donc le roi dit « Ok, on va tirer à la courte paille, on va savoir qui c'est qui va au nord, qui c'est qui va à l'est, qui c'est qui va à l'ouest et qui c'est qui reste avec papa-maman parce que papa et maman se font vieux. » Donc tout le monde tire sa petite paille et on a fait y avoir malheur.
tout le monde tire sa petite paille et Rodolphe, qui est le plus jeune, mais qui est, entre guillemets, le plus réussi des 3 enfants, des 4 enfants, parce que les autres ne sont que des brouillons, c'est celui qui est désigné pour rester auprès de ses parents vieillissants, au cas où, parce que vous comprenez bien, gna. Il est vraiment, il reste vraiment pour cette raison-là, pour s'occuper de ses enfants, pour s'occuper de ses parents qui vont vieillir, un de ces 4, et qui auront besoin de l'aide d'un de leurs fils. Donc Rodolphe, il fait un peu la tronche parce qu'il voit ses frères partir à l'aventure. Il aimerait bien y aller, donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va planquer son cheval et son armure et il va partir discretos le matin. Il va aller dans une autre ville où il va retrouver sa marraine, et je pose le livre parce qu'il est énorme. Et sa marraine va lui donner un collier magique qui lui apporte de la chance ou quelque chose comme ça, un collier ou un bracelet, un chapelet magique, mais c'est un chapelet sarrasin. Et Rodolphe va comme ça partir à l'aventure, et lui il va partir dans le sud parce que ses frères sont partis au nord, à l'est et à l'ouest. Et Rodolphe il va au sud, là où c'est le plus sauvage et où c'est le plus dangereux. Donc j'en suis là pour le moment. On est dans un Moyen-Âge qui est ultra positif, très chevaleresque. On est dans un Moyen-Âge qui est une vision idéalisée du Moyen-Âge par un auteur de l'ère victorienne qui était un féministe en son temps, c'est-à-dire il y a 150 ans, et qui était plus ou moins socialiste en son temps, il y a 150 ans. Et c'est un livre qui est assez demandeur parce que le langage, il essaye de se calquer au langage médiéval. Ce qui fait que faut que nos neurones soient bien tous présents et concentrés. Voilà. Donc je vais reprendre bientôt cette lecture. Toujours dans cette thématique, j'avais prévu L'amour caché de Charlotte Brontë, de Jolien Janzig. On est aux éditions L'Archipel, et grosso modo, je crois que c'est une autrice, je suis quasiment sûre, mais ça me perturbe comme prénom parce que ça ressemble à Julien. Donc Jolien Janzig suit la biographie de Charlotte Brontë qui à un moment va partir en Belgique avec sa sœur, il me semble bien, avec Émilie. Ils vont partir à Bruxelles et il me semble que il y avait peut-être une possibilité qu'à un moment au cours de sa vie, Charlotte Brontë est un amant, marié de surcroît. Mais c'est une rumeur. C'est une rumeur dans laquelle Jolien Janzig, je suis désolée, je ne sais pas le prononcer, va s'engouffrer pour raconter du coup une histoire comme ça de relation un peu... une histoire d'amour teintée de scandale et le personnage en fait de qui Charlotte Brontë va tomber amoureuse va inspirer Monsieur Rochester de Jane Eyre. Donc je ne sais pas exactement si c'est une relation qui s'est concrétisée ou s'ils sont restés sur quelque chose de relativement platonique. Mais ça m'intéresse, même si c'est vachement romantisé, enfin, même si c'est très romancé pour les besoins, parce que c'est écrit roman, hein. Moi ça me dit bien et je la trouve très jolie, moi, cette couverture. Toujours dans la même catégorie, ce que je vous ai dit, il y a certaines catégories où il y aura pas mal de choses, d'autres où il n'y en aura qu'une. Encore 3 livres que je n'ai pas lus, mais que la hype, elle est très très élevée. Je voulais parler du Dit du chien noir d'Alex Nikolavitch. On commence par 3 coracles cinglés vers le couchant. On est sur l'histoire de Uther Pendragon aux éditions du Mouton, les Moutons électriques. Donc, Moutons électriques qui ont publié il y a quelques jours pour vous un appel à l'aide parce qu'ils sont en difficulté financière où ça commence sérieusement à craindre du boudin pour eux. Et faites une bonne action, achetez un mouton. Donc c'est ce que j'ai fait parce que 2 de ces livres-là sont d'occasion et le troisième est un livre que j'ai acheté neuf.
Donc là, on est dans l'histoire de Uther Pendragon. Pour Lancelot avançait en armes, on est dans l'histoire de Lancelot. Sans nom ni expérience, celui que l'on surnomme Lancelot, le petit garde, cherche son destin. Celui-là, je l'ai acheté neuf tout à l'heure. Et le dernier, c'est Le garçon avait grandi en un gaste pays. Et là, on est sur Perceval, le Gallois. Je ne vais pas vous résumer l'histoire, je vais juste vous résumer une interview que j'ai entendue d'Alex Nikolavitch sur la chaîne YouTube de Céline Badarou, que je vais vous mettre en barre d'informations, qui était très intéressante parce que non seulement il nous a parlé en fait Enfin, il nous a parlé, moi je l'ai écouté pas en direct, mais il a parlé en fait dans le cadre de cette interview de comment il était arrivé à écrire cette histoire, quelle démarche il avait faite pour quelle recherche, sa méthode et compagnie, comment sortir une trilogie, Le Dit du Chien Noir, quand dans une maison d'édition à côté, quelqu'un a eu la même idée de sortir une trilogie. Je ne sais plus si c'était une trilogie arthurienne, l'autre ou pas, mais c'était super intéressant. Il parle aussi de sa méthode de travail, comment... Enfin, moi, ça m'a déjà donné super envie de lire, et ce sont quand même des livres qui sont très jolis, ma foi, avec des rabats et le rappel de... C'est des livres qui ne sont pas très épais. On est sur du 250 pages, j'ai l'impression. Enfin, le papier est assez épais lui-même. La couverture est de Melchior Ascaride. Ça a l'air d'être le cas pour les autres aussi. Et donc, faites une bonne action, achetez un mouton. J'essaierai d'en trouver d'autres, des moutons. On va faire un petit troupeau. Ensuite, La chute de Laure Ailée. Ange déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleurs, envoûtant, évanescent. On passe ce coup-ci aux éditions du Labyrinthe de Théia, qui est une petite maison d'édition indépendante. On est sur La valse du chaos de Clem Ruadasogno, je pense, ou Ruadasogno. Je m'excuse si je le prononce mal. Et Moon H. Dourban. Je vais vous lire tout simplement le résumé. New York, la ville aux mille lumières, se heurte à un éveil perpétuel. Depuis des mois, une tueuse évanescente emprisonne la ville dans une brume angoissante. La Rose. Elle met en échec les détectives les plus chevronnés, dont Wayan Kahaya Dharma et sa coéquipière Iris Cooper. Hantée par son enquête, Wayan traquera l'impitoyable Rose sans penser aux conséquences de cette danse fatale. Malgré le désespoir qui le submerge, une petite fleur germera dans son corps, la rose, ou ce qu'elle laisse faner sur son passage le mènera à Naël, jeune fleuriste aux airs d'innocence. Drapés dans ce voile, les deux hommes apprendront à se découvrir dans le cœur d'une relation qui n'aurait jamais dû s'épanouir. Donc c'est une publication de décembre 2023, on est sur du roman policier, romance gay, LGBT. La particularité aussi du Labyrinthe de Théia, c'est qu'il propose une bande son avec. Je vous mettrai tout ça en barre d'informations si vous voulez acheter ou écouter, parce qu'il me semble qu'on peut, je suis pas sûre, hein, mais il me semble qu'on peut écouter sur Spotify. Je ne suis pas sûre. C'est le cas pour un autre livre de cette maison d'édition. Pour celui-là, je ne suis pas sûre. Vous regarderez dans la barre d'informations. Ensuite, Le crépuscule décide. Elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie, nature. Là, je pense qu'on peut cocher à peu près toutes les cases avec un livre que j'ai adoré, qui est Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf. Je ne sais pas où j'ai mis le bouquin parce que je l'avais en poche. Ça doit être un livre de poche. Donc je ne sais plus trop quelle maison d'édition c'était. Et c'est une vieille maison d'édition. Enfin, c'était une vieille édition que j'avais.
C'est un livre qui est passé totalement dans le domaine public, autant du côté de l'autrice que du côté de la traductrice qui est Téla Clamart, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus. Je l'ai lu pour la chaîne, je vais vous mettre le bouquin en barre d'informations. Donc c'est une lecture où je lisais plusieurs chapitres et je faisais un petit retour sur ces quelques chapitres lus au travers d'un vlog lecture. Mais on se retrouve à fond dans tout ça parce que on se retrouve avec Nils Holgersson qui est un garçon de 14 ans, on est au 19e siècle, il vit à la campagne chez ses parents, dans une ferme. C'est un gamin qui est paresseux, c'est un gamin qui a l'impression de ne pas être aimé. Ses parents lui demandent pas mal de choses qu'il n'arrive pas à faire, il ne travaille pas trop, il n'est pas forcément aimable, mais il ne sait pas faire. Je pense que profondément, c'est un gamin qui ne sait pas faire, qui ne sait pas se rendre aimable. Jusqu'au jour où il va un petit peu emmerder un tomte. Donc les tomtes sont les petits lutins scandinaves, parce qu'on se retrouve en Suède. C'est un esprit du foyer en fait qui va filer un petit coup de main au niveau de la ferme ou au niveau de la maison. Et Nils va parvenir à emprisonner ce tomte dans une cage à oiseaux et il va finir par le laisser partir. Mais pour le punir, le tomte le transforme lui-même en tomte, donc en tout petit bonhomme. Ce qui fait que Nils, il est tout paniqué, personne ne le voit, parce qu'il a aussi les pouvoirs du tomte. Et il se rend compte rapidement qu'il a le pouvoir, déjà, il est invisible aux yeux des hommes, mais il a le pouvoir de parler aux animaux. Et Nils va se retrouver assez rapidement à partir à vol d'oie avec des oies sauvages qui sont passées et le jar Martin, le jar de la ferme qui les a rejoints. On se retrouve donc à faire tout un tour de Suède à vol d'oiseau avec Nils qui est quand même au début un sale gosse capricieux et pas gentil, qui va apprendre un petit peu la vie auprès de ses oies. C'est une très belle histoire sur l'amitié, sur l'amour, sur l'aventure, au travers de contes. On a des véritables leçons de géographie parce que c'était une commande d'une association d'enseignants à Selma Lagerlöf qui était une enseignante. Il me semble qu'elle a gagné un Pulitzer ou un Nobel par rapport à ce livre-là. On sent que l'autrice, elle a pris un plaisir fou à écrire ce livre-là. On sent la tendresse qu'elle a pour les gamins, pour ses lecteurs, pour nous. Ce livre, c'est un câlin. Et qu'est-ce que j'ai pu chialer à la fin. Rien que d'y repenser, ça me donne... j'ai la larmichette qui arrive. Ce livre est vraiment, vraiment très bien. Alors certes, il y a des choses qui sont un petit peu datées parce qu'il a bien 120 ans, mais qu'est-ce qu'il est bien comme bouquin. Oh, j'ai adoré. On va passer à la catégorie suivante qui s'appelle Automne, douceur de vivre. Take Care of Cinnamon Homes avec pour mots-clés automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy et gourmandise. Et on va commencer avec Evana de Justine C.M. aux éditions du Labyrinthe de Théia. Donc là encore, c'est un livre que j'ai acheté en numérique. Il me semble qu'il y a eu un changement de couverture récent. Vous le remarquerez si vous comparez l'album musical et la version numérique du livre, vous verrez que ce n'est pas la même couverture que le brochet. Et je vais vous lire le résumé. Aussi fragile que le papier, dotée d'une conscience blanche, Evana naît entre les mains de son créateur, professeur. Elle grandit sous ses enseignements et développe son identité. Deviendra-t-elle la princesse en détresse que professeur tente de façonner? Ou s'éloignera-t-elle envers et contre tout d'un chemin qu'on espère tracer pour elle? Toute sa vie, Evana, guidée par les fils qui la maintiennent debout et les couleurs qui l'animent, devra apprendre à se battre,
à trouver sa place dans un monde qui ne lui souhaite pas forcément du bien et dont les ombres attrayantes murmurent des mensonges. On est sur une couverture de Cyrielle Fouché alias Passy et c'est un roman de fantaisie en 3 actes de Justine C.M. On parle d'amitié, d'émancipation féminine, de féminisme, de liberté. Donc voilà, c'est prometteur tout ça. Donc c'est un livre que j'ai prévu de lire, un de ces 4. Catégorie suivante, enfin petit item suivant. La délicieuse malaventure de Sadima avec conte, réécriture, adolescence, féminisme, moto, déconstruction et genre. Il n'y avait pas moto. C'est un livre qui est en cours de lecture. Enfin, c'est une trilogie dont j'ai lu le premier bouquin. Poison, charme, beauté de Sarah Pinborough aux éditions Milady. J'ai la version intégrale. Vous avez évidemment des versions en 3 bouquins séparés, pas intégrales. Et étonnamment, je dis étonnamment parce que je pensais honnêtement tomber sur un livre un peu adolescent, peut-être un peu gnangnan, et pas du tout. Pas du tout. Je pense même qu'on touche un petit peu, on est vraiment sur du young adulte. Peut-être pas un livre à mettre entre les mains de collégiens, peut-être plutôt lycée, mais je n'ai lu que Poison, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire plus. Pour Poison, on suivait l'histoire de Blanche-Neige. J'ai déjà tourné un petit bout de vidéo, donc je vais essayer sur je ferai une vidéo complète sur la trilogie quand je l'aurai lu, parce que j'ai lu le premier. Et si vous voulez, on est vraiment dans une vibe de Once Upon a Time, la série télé, si vous vous en souvenez, où l'autrice Sarah Pinborough, une autrice assez chevronnée, allez regarder sa fiche sur Babelio par exemple, elle est dans la réécriture de contes avec... elle trace des ponts en fait entre différents contes, crée de nouveaux sens. Là, il y a par exemple un sens qui est complètement cohérent à la jalousie qu'éprouve la méchante belle-mère envers Blanche-Neige. Pourquoi la méchante belle-mère a voulu la tuer? Et on est avec une Blanche-Neige où son père est vivant, mais n'est pas là. Il est éloigné de son pays parce qu'il est parti à la guerre. Et on est sur une Blanche-Neige qui n'est pas du tout que l'héroïne qui est très jolie et qui doit être sauvée. Pas du tout. On est sur une Blanche-Neige qui se rapproche par moment à la Blanche-Neige de Once Upon a Time, mais celle qui sait chasser, qui tire à l'arc, qui n'a pas les 2 pieds dans le même sabot, comme j'aime. C'est une expression que j'aime beaucoup. Et qui est capable en fait, qui n'a pas besoin qu'on la sauve, qui n'a pas besoin qu'on l'aide, qui peut être laissée tout à fait une nuit dans la forêt, pas de souci, elle va survivre. Et je trouve qu'il y a des thématiques qui sont actuelles, ça parle un peu de féminisme sans que ce soit caricatural. Et là, on n'est pas du tout là-dedans. Là, je trouve qu'on est dans un message positif à l'égard de peut-être lectrices qui peuvent être jeunes, où on montre des personnages de contes qui sont loin du côté très figé des personnages de contes, justement, et qui sont agissants. Et c'est écrit de manière très intelligente, le style est vraiment très, très joli, j'aime beaucoup, il y a un côté assez poétique, mais c'est à la fois assez dynamique. Il y a des petites scènes de sexe, pas forcément très explicites et pas forcément sur des pages et des pages, mais il y a des scènes de sexe, je vous préviens. On n'est pas sur un étal de boucherie non plus, hein, je vous rassure là-dessus. Mais on est vraiment sur... on n'est pas sur un contenu adulte, hein, vous voyez, pas contenu adulte, avertissement, etc. Très agréable surprise et j'ai vraiment hâte de lire la suite. CAD, ou c'est-à-dire, je suis contente d'être tombée de cet arbre avec amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale et lumière.
Je vais vous parler autour de moi de la première saison seulement de The Bear, qui est une série télé qui est sur Disney+, avec Jeremy Allen, je crois, qui était Philippe dans Shameless, donc le premier garçon de la fratrie Gallagher. Et je vais juste vous raconter le point de départ de cette histoire, parce qu'on évolue dans un restaurant où le grand frère de Cam, je crois qu'il s'appelle, comment il s'appelle? Il s'appelle pas Cameron, on l'appelle Camille. Bref, le grand frère du héros avait une espèce de sandwicherie à une grande ville américaine, je sais plus laquelle, je sais pas si ça a une grande importance. Et ce gars-là, en fait, il n'arrivait plus à gérer son truc. Ce qui fait qu'à un moment, il a été complètement dépassé. Il était dans des addictions plutôt graves et il a fini par se suicider. Dans des circonstances comme ça, il offre en fait, dans le cadre de l'héritage, son restaurant à son petit frère qui est un cuisinier très chevronné, qui a été formé chez les plus grands, qui a été élu meilleur cuisinier du monde, s'il vous plaît, qui a évolué dans les plus grands restaurants de la haute gastronomie, etc. Les trucs, tout ce que vous pouvez imaginer de tout là-haut et qu'on ne pourra jamais aller manger, nous, les pauvres, il a bossé là-dedans. Et lui, ce qu'il veut faire du coup, c'est déjà, à part vivre avec son deuil et essayer de le dépasser, parce que son deuil est frais, c'est un décès qui a eu lieu, un décès brutal qui a eu lieu 3 ou 4 mois auparavant. Ce qu'il essaye de faire, c'est déjà de redresser un peu la barre du restaurant pour pouvoir ensuite proposer un autre menu et faire du gastronomique et gagner des étoiles. Mais on est dans une famille italienne. Donc il y a le cousin Richie, il y a les cuistots qui sont du coin, etc. Et c'est un restaurant qui ne fonctionnait pas parce que personne n'était à la bonne place, personne ne savait ce qu'il devait faire là-dedans. Niveau hygiène, c'était pas trop ça. Il y a des gens qui étaient formés, d'autres non. Chacun dit, mais si, moi je sais faire, sauf qu'il y en a qui ne sont pas formés. Il n'y a aucune organisation, c'est le merdier. Le pauvre héros, il essaye un petit peu de gérer tout ça, sachant que c'est un mec... Alors, je vous préviens, ça peut être une série télé qui peut être compliquée pour les personnes qui traversent quelque chose de compliqué sur le plan de la santé mentale ou sur le plan du travail. Parce que les relations de travail sont tellement tendues, ils sont tellement tout le temps à se hurler dessus sans rien pouvoir faire, à se reprocher des choses à l'autre, que moi, pour avoir vécu des trucs pas compliqués, enfin des trucs compliqués justement dans le cadre du travail, ça m'a un peu oppressée, je vous dirais. Mais bon, moi ça commence à remonter, donc ça va, ça ne m'a pas mis mal non plus. Mais donc pour des personnes qui traversent quelque chose de compliqué sur le plan de la santé mentale ou sur le plan des relations au boulot, ne regardez pas The Bear. Parce qu'on a un personnage qui ne va pas très bien. Là, on sent que le deuil, il est compliqué, déjà pour les gens qui travaillaient dans ce restaurant, parce que c'était la famille, parce qu'ils étaient très attachés au patron de ce restaurant, c'est pas facile. Et le petit frère, il porte beaucoup de choses. Et il a raison, il est brillant. Il y a des choses qu'il ne sait pas faire. Ce qu'il ne sait pas faire, c'est gérer une équipe. Et ce qui fait qu'il va déléguer. Mais bonjour, parce qu'il va déléguer une équipe où personne n'est d'accord et tout le monde gueule. Donc c'est quelque chose qui est très compliqué. Et moi, honnêtement, j'aurais bossé dans ce restaurant-là, ou j'aurais été décisionnaire dans ce restaurant-là. Il y en a quelques-uns qui giclaient. Il y en a quelques-uns qui allaient chercher du boulot ailleurs. Essayez de regarder ça. Parce que c'est... Je trouve qu'on a des leçons à prendre sur la manière dont on se comporte au travail, dont on parle aux gens.
la manière dont on essaye de transmettre les choses. Ça parle de deuil, ça parle de souffrance mentale, d'addiction. Et on a un personnage principal qui n'est pas au top de sa forme sur le plan de la santé mentale. Beaucoup de pression. Et c'est pas le seul. Mais je trouve qu'il y a un côté où ça démarre, c'est un merdier pas possible. Ils se prennent pas mal de galères et ils s'accrochent. Ça, c'est un très bon message. Ils s'accrochent, du coup, ça va mieux. Après, ils sont quand même sacrément poissards aussi. Donc, il y a des épreuves, évidemment. Et il y a la troisième saison qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, là. Il y a quelques épisodes, je crois que le premier et le dernier épisode d'une saison sont de 40 minutes à peu près. Après, on est sur des épisodes de 20-25 minutes, donc c'est assez rapide. Allez regarder, franchement, ça va vous donner envie de manger plein de choses, vous allez voir. Autre livre dans cette même catégorie, c'est Persona de Yelena aux éditions Hachette Roman. Là, on est à fond dans la lumière, dans la santé mentale, dans l'amitié et l'aventure. On est sur, je vais vous le faire de mémoire, on est sur un univers inspiré de pas de la mythologie, mais de l'Antiquité romaine, où les enfants qui sont touchés par la lumière développent des pouvoirs. Je vais tricher. Dans le monde de luxe, les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers. Mais loin d'être admirés, ces êtres exceptionnels sont craints et méprisés par le reste de la société. À leurs 18 ans, un terrible choix s'offre à eux, se marier et abandonner leurs dons précieux, ou rejoindre le culte de la lumière, faisant ainsi une croix sur leur liberté. Ce dilemme, Andrea le refuse, puisque son rêve est d'être libre tout en conservant sa magie. Un truc qui serait a priori impossible. Ça, c'est moi qui le dis. Après tout, Andrea a toujours porté un masque, adoptant une nouvelle apparence et un nouveau rôle au gré des demandes du royaume. Plus qu'un don, c'est sa seconde nature. Andrea est persona. Ce jour où Andrea se voit confier une mystérieuse mission, l'espoir de changer le cours de son destin et l'équilibre du monde de luxe se fait plus grand que jamais. On est sur le premier tome de ce qu'il me semble va être une trilogie pour le moment. Le troisième tome vient de sortir ou est sur le point de sortir en grand format. Et il va sortir également en poche. Je sais que le premier est sorti en poche. Je le trouve plus joli d'ailleurs. Ensuite, je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul. Orgueil, préjugés, amour, célibat, classique, sarcasme, verve, satire. Je vais vous parler de 2 bouquins. La gardienne du chardon de Lorraine Bellès aux éditions Les Trois Nornes. Ça apparaît quelque part autour de moi. La gardienne du chardon, c'est le nom c'est le nom du premier tome de la duologie Les Voix de l'Oborum. Londinium 1887, des attentats secouent le Parlement. Les confédérés de l'Union libre entrent en guerre. Victoria, la reine immortelle, gouverne les terres occidentales depuis son palais suspendu. Bien décidée à rester jeune, la souveraine ordonne la chasse aux sources, des entités dangereuses qui ont autrefois fait cadeau de leurs dons aux humains. Isobel Galloway, marquise écossaise, vient de perdre sa sœur aînée. Écrasée par son passé et ses nouvelles responsabilités, la jeune femme doit survivre dans une cour où l'on tue ses semblables. Mais elle est sûre d'une chose, sa sœur Blair ne s'est pas suicidée. Et à Londinium, tout finit par se savoir. Je n'ai pour le moment que le premier tome. La seconde, c'est La Reine de Fer. Vous pouvez les trouver aux éditions Les Trois Nornes dans la barre d'information. Lorraine Bellès, c'est aussi la femme qui... donc c'est l'éditrice de l'édition Les Trois Nornes, mais c'est également la femme qui anime la chaîne YouTube Les Mots de l'Imaginaire, que je vais vous mettre en barre d'information, qui est une des chaînes de Booktube, donc plutôt accès livre, que je suis le plus. C'est la chaîne que je suis le plus assidûment. Je pense que j'ai à peu près tout regardé chez elle. Ensuite, toujours dans la même catégorie, tout frais que j'ai eu aujourd'hui. Rien ne sert de courir de Maritza Jaillet aux éditions du Labyrinthe de Théia. Je vais vous montrer comment on est, à quoi ça ressemble. Oh, c'est trop mignon!
Alors, pour la petite histoire, le petit vaisseau, là, c'est la liste des trigger warnings. Vous avez une légende quelque part. Maritza Jaillet, c'est aussi Tatanexua, qui est une chaîne YouTube qui propose une aide et des conseils gratuitement aux auteurs. Je vous conseille sa chaîne en barre d'informations. En 2103, la société, marquée par l'effondrement, a connu un terrible recul concernant les femmes. Dans un pays désormais morcelé, un petit État a su gagner son indépendance, le royaume du Cid. Morgane y vit depuis toujours avec sa famille, à laquelle elle est très attachée. Comme sa mère a abandonné le foyer il y a quelques années, Morgane sacrifie désormais sa vie personnelle pour subvenir aux besoins de sa famille en fournissant un dur labeur en tant qu'ouvrière au sein d'une verrerie. Elle voit sa vie sans histoire chamboulée dès le lendemain du mariage de sa sœur. Non seulement Morgane se réveille auprès d'un étranger qui semble tout savoir d'elle, mais en plus ses proches ont disparu. Prise de panique, elle n'aura de cesse de les rechercher à travers tout le royaume du Cid et toutes ses provinces, non sans être accablée par un poids de taille, l'inconnu du matin, peut-être pas si inconnu, qui l'accompagne en faisant preuve de cynisme et de pragmatisme. Morgane, réfractaire à l'idée que d'autres personnes puissent décider de sa place dans cette société patriarcale, sera confrontée aux normes imposées par les hommes qui l'entourent et à leurs attentes. On est sur un livre qui fait 300 pages et quelques, imprimé en France il me semble. J'aime beaucoup enfin, il est tout doux. Comme j'avais dit à Tatanexua, ça donne envie de frotter ses joues. Et je ne suis pas une grande lectrice de dystopie, ni de science-fiction. Et j'avais vraiment envie de découvrir sa plume aussi. Parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, tout simplement. Et voilà. Troisième catégorie, automne frissonnant, l'esprit et le corps en instants séparés. On commence avec les mots-clés Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte, comédie. Je vous propose un seul livre qui est Les objets maudits de Emily Norxen aux éditions des Trois Nornes. Norxen, pardon. En Catelune, royaume autrefois sous le joug d'un protectorat séculaire imposé par l'empire d'Estien, les objets maudits se nourrissent des sentiments néfastes des hommes jusqu'à les posséder et prendre la forme de Rancura. Novem, chasseur itinérant au service de Janus l'exterminatrice, est envoyé par la reine de Roseronce à la forteresse de Valture, terre de contes et de vestiges macabres, confiée aux bâtards de la couronne, pour procéder à l'élimination d'un Rancura meurtrier. Entre rêve et traque, Novem doit se confronter à son passé trouble et à l'avenir incertain de son pays. C'est le deuxième roman de Emily Norxen, qui est très active au niveau de l'écriture. Son premier est publié également aux Trois Nornes et s'appelle Une couronne d'os et d'épines. Et celui-là, il me semble que je ne l'ai point. Il va falloir que je répare ça. Ensuite, fenêtres cassées, portes ouvertes, avec pour mots-clés horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller, créature. Je vais vous parler de Cathy de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Alors c'est un livre que j'ai écouté en audio sur Nextory, il doit être présent sur d'autres plateformes, je vous mets la couverture quelque part par là. Et les éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture quelque part en bas. Je vous conseille très fort de vous pencher sur leur travail. Cathy, on est sur une histoire qui se passe à peu près à l'époque victorienne, mais on est aux États-Unis. Cathy, qui apparaît dans le prologue, vous allez vous dire au début, pauvre gamine, et en fait non, pas du tout. Cathy, c'est une jeune fille, c'est une enfant qui a le pouvoir, en fait, en touchant les gens, d'avoir accès à des visions
visions de l'avenir, des visions du passé, du présent. Elle sait des choses des gens en les touchant. Et Cathy, elle fait partie en fait d'une famille qui est quand même pauvre et qui a à peu près aucune conscience morale. Ça n'existe pas, pourquoi faire? Et si vous voulez, le grand-père de notre héroïne qui s'appelle Philomela Drac ou Drax, un truc comme ça, va avoir le malheur d'accepter chez lui, je crois que c'était une nouvelle femme de son fils ou quelque chose comme ça, qui va devenir ensuite la belle-mère de Cathy. Ces gens-là vont s'occuper de lui sur ses vieux jours. Ce grand-père, c'est un monsieur qui a éloigné de sa vie la maman de Philomela, qui s'est mal mariée selon lui parce qu'elle s'est mariée, horreur malheur, à quelqu'un de pauvre. Donc il a éjecté de sa vie cette fille et il se retrouve un petit peu dans la misère parce que sur ses vieux jours, lui qui a de l'argent, ceux qui veillent sur lui sont des gens qui veulent lui piquer son pognon. Et si au passage il pouvait mourir vite, ça serait quand même mieux. Et on a d'un autre côté, donc ce monsieur-là, il envoie une lettre à cette fille qui était sortie de sa vie, enfin qu'il avait sortie de sa vie, pour lui dire grosso modo, au secours, je crois qu'on va me tuer. Et je ne vais pas vous spoiler grand-chose parce que ça se passe très vite, mais en gros, c'est ce qui va se produire. Sauf que Philomela était partie filer un coup de main à son grand-père, était présente quand ça s'est passé, et elle s'est dit « Oula, va peut-être falloir que j'aille me cacher parce qu'on va m'accuser moi ». Sauf que c'est Cathy et sa famille qui ont tué le grand-père. Et on a une héroïne Philo qui est très droite dans ses bottes, qui est digne, qui est honnête, etc. Et en face, on a des gens qui sont tout autre chose, qui ont piqué le pognon du vieux, qu'ils ont réussi à tuer. Et ces personnages, en fait, il va y avoir tout un jeu de chassé-croisé, on se court après pour essayer de récupérer du pognon, pour essayer de se venger. Cathy et sa famille vont laisser un sacré chemin sanglant derrière eux parce qu'ils vont tuer pas mal de gens. Et d'un côté, c'est drôle, mais c'est un humour qui est hyper grinçant. C'est trop drôle. L'audio est d'une qualité folle. Franchement, si vous voulez tenter, mais allez-y les yeux fermés. Sauf si vous conduisez, parce que c'est mieux, les yeux ouverts. C'est très drôle, c'est plein d'aventures, c'est du full divertissement et j'ai adoré cette lecture. On va passer ensuite au crâne qui parle, gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière, alchimie. J'ai prêté mon bouquin, mais je voulais vous parler de La malédiction de la pie Grièche de Céline Niot aux éditions, c'est pas une édition, mais Publish Froom Factory. Donc c'est de l'auto-édition. Le livre ressemble à ça. Regardez bien le tote bag parce que vous n'en aurez pas. C'est un cadeau. C'est un livre en fait qu'une amie a sorti récemment, parce qu'il est sorti au mois de juin, il me semble. Donc ça aussi c'est un cadeau, mais c'est pour vous. C'est la couverture en gros, sauf que c'est La malédiction de la pie Grièche. Et à la vôtre, on se retrouve dans une histoire, je vais tenir jusqu'au bout, dans une histoire où on a une double temporalité. D'un côté, de nos jours, on est sur le domaine de la pie Grièche, un domaine viticole dans le Saumurois où Gonzague Métivier et sa famille en fait tiennent ce domaine-là. Et à l'occasion de travaux d'excavation, parce qu'ils ont des grottes troglodytes, je crois que c'est un pléonasme, mais ils ont des grottes dans lesquelles ils conservent du vin.
vu que ce sont des viticulteurs. Donc ils veulent agrandir leur grotte pour conserver encore plus de vin et ils vont tomber sur un sarcophage qui contient un squelette. Un squelette, et comme quand on tombe sur, quand on fait des travaux et qu'on tombe sur quelque chose de ce genre, bah évidemment tous les travaux s'arrêtent et je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a une équipe de l'archéologie préventive, je crois que c'est MRAP, je suis pas sûre, l'archéologie préventive qui vient stopper les travaux pour recueillir les dépouilles et voir s'il y a autre chose, essayer de dater, etc., reconstituer l'histoire. Donc on a ça d'un côté, où le viticulteur se dit grosso modo « et merde », parce que ses travaux sont arrêtés. Et d'un autre côté, on a l'histoire de Mathilde, qui est la fille d'un paysan, une des filles aînées d'un paysan, que ce paysan a sorti du couvent parce que leur mère est morte, qu'il y a beaucoup d'enfants et qu'il a besoin d'une jeune femme en fait pour s'occuper des gamins et l'aider au niveau de la ferme parce que sinon ses aînés sont des garçons, donc ils ne peuvent pas s'occuper des petits. Nous sommes au Moyen-Âge. Cette gamine-là, enfin cette jeune fille est sortie du couvent pour aider un peu à la maison et s'occuper des enfants. Il va se passer des choses, différentes choses. Il y a notamment quelques nobles et un écuyer qui passaient par le village. Il va y avoir un accident. Un des nobles va tomber, se blesser grièvement et ça va un peu bouleverser la vie de cette famille et de Mathilde pour diverses raisons. Et ce noble-là, qui s'est blessé, il va nouer une relation particulière avec Mathilde. Je vous en dis pas plus. C'est un livre qui est pas évident du tout à résumer pour moi parce que j'ai envie d'en dire plein de choses, parce que c'est une lecture que j'ai adorée et pas que parce que Céline est une amie. Mais c'est une superbe plume. C'est très imaginatif, c'est très documenté, j'ai appris plein de choses. Tout du long, on va se demander c'est quoi le lien entre ces deux époques. Il y a plein de petits mystères en fait qui vont déclencher d'autres mystères. Je me suis rendu compte qu'il y a des choses que j'avais pas forcément compris sur la fin, mais après, moi, je le répète, je suis pas une grande lectrice du genre du policier ou du thriller ou du polar ou des choses avec des enquêtes. En général, je me plante royalement. Pourtant, j'essaye, hein, mais c'est quelque chose qui était touchant. C'est des personnages qui sont réalistes. C'est des personnages qu'on a envie de soutenir ou de baffer au choix. C'est un livre qui mérite d'être lu, soutenu, d'être diffusé et qui est disponible partout. Je vous mets les liens. Vous avez vu, il y a les premières critiques qui commencent à tomber de lecteurs. Je ne l'ai pas encore écrite, moi, la mienne. Mais j'ai enregistré la vidéo, mais comme je vous disais, j'ai sous le coude en fait l'idée de tourner une vidéo sur plusieurs auteurs auto-édités, mais pour le moment, je n'ai lu que Céline. Et Sarah Fay, je la mets à part parce que c'est dans le cadre du partenariat. Du coup, c'est un livre qui mérite d'être soutenu. Donc n'hésitez vraiment pas à... Je vais vous mettre aussi ses coordonnées Facebook et Instagram. N'hésitez pas à la soutenir, allez au moins regarder par curiosité son travail, parce que ça vaut vraiment le détour, mais vraiment. Dernier truc, des pancakes pour 11, on est sur Stranger Things ici. On parle de science-fiction, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre, super pouvoir. Je pensais soit, là je vais être ultra rapide parce que sinon on en a pour 4 heures. L'intégralité du Marvel Cinematic Universe rentre là-dedans. Dans Marvel Cinematic Universe, je vous conseille de regarder les films et les séries par ordre de sortie. Enfin moi c'est un ordre que je préfère à l'ordre chronologique.
parce que vous avez le processus en fait de création des différents créateurs au fil du MCU, qui est un fil fleuve. Là on est dans le Mississippi, c'est le Gange, c'est énorme. On se retrouve à brasser un univers qui est immense. C'est un univers qui au tout début ressemble au nôtre. C'est-à-dire que il y a eu la guerre telle qu'on l'a connue, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des super soldats, parce qu'il y avait un super sérum. Donc il y avait Captain America, etc. Dans le monde, on va dire les années 90, 2000 par là, j'ai plus trop la chrono en tête, je le fais à la louche. On est dans un monde tel qu'est le nôtre. Iron Man commence à émerger parce que Tony Stark a été enlevé peut-être bien en Afghanistan, par là-bas, je ne sais plus. Et donc Tony Stark, le milliardaire à qui on a envie de foutre des tartes, il devient Iron Man. Et il l'assume complètement, à l'encontre des espèces de tropes du super-héros qui doit cacher son identité. Non, Tony Stark, il est Tony Stark, mais il est également Iron Man. Donc c'est un personnage, avec Captain America certainement, c'est vraiment les deux chefs de file des premiers Avengers. On est donc au début dans un monde où les extraterrestres, ça n'existe pas, mais à un moment, quelqu'un va s'intéresser à notre petite planète. Parce que des pierres d'infinité, qui sont en gros des super cailloux magiques, qui peuvent contrôler, enfin le porteur de ce caillou magique peut avoir des pouvoirs incommensurables, mais sur quelque chose de très précis, comme la gestion du temps, de la réalité, de l'espace, du pouvoir. Et bref, ça fait un effet un peu aimant, comme un aimant, pour la planète Terre qui va attirer l'attention d'extraterrestres puissants, d'armées où on se serait peut-être bien passé. Et là, on arrive du coup à l'attaque de New York avec les premiers Avengers. Si vous n'avez pas envie de vous taper l'intégralité du MCU où on a bien de la science-fiction, on va arriver à des histoires d'univers parallèles, on a de l'espionnage avec le Shield par exemple, ou avec les Veuves Noires, Veuves Noires, Veuves Rouges, je sais plus. On a bien des extraterrestres, on a bien des super pouvoirs. Je vous conseille certains one-shot. Vous pouvez regarder par exemple, je pense que vous pouvez tout à fait regarder ce que j'avais fait au début par erreur, les 3 films qui concernent Tony Stark tout seul. Vous pouvez regarder de très très bonnes séries comme Echo, comme Moon Knight, comme ça, ce sont des séries qui font partie du Marvel Cinematic Universe, mais vous avez également des séries qui font partie de Marvel, comme Légion par exemple, ou je sais plus quoi, mais allez jeter un œil. Je vais essayer de vous faire une petite liste rapido comme ça de films ou de séries que vous pouvez regarder, donc toucher un petit peu certains super-héros sans tout vous taper, parce que je comprends que vous n'avez pas envie de vous taper 30 ou 40 films et peut-être une vingtaine de séries. Parce que peut-être que vous avez une vie, vous. Je plaisante. Donc, je vous ai fait quand même une sacrée pile à lire et pile à voir et tout ça dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Mais là, je vous ai parlé dans les livres que je n'ai pas lus encore, il y en a qui correspondaient, que j'avais prévu de lire depuis un moment, parce que j'en ai parlé plusieurs fois. Ça va venir. Je me fais pas trop de billes là-dessus, donc j'espère que c'est une pile et des retours de lecture qui ont été intéressants pour vous. N'hésitez pas à me suggérer certaines choses aussi si vous le souhaitez. Et j'avais envie de donner quand même une petite couleur presque militante à mon tout petit niveau pour soutenir des petites maisons d'édition qui sont indépendantes,
ou des plus grosses maisons d'édition comme les Moutons Électriques où c'est pas facile, même pour les grands. Et évidemment soutenir Céline Nio et La malédiction de Lapis Grièche. Donc à tout bientôt. Lisez tout plein, rêvez tout grand et soutenons l'édition indépendante et les auteurs auto-édités. À tout bientôt. Salut!